La deuxième étape, on va de Charybde dans Scylla parce que c'est encore plus grave. Et c'est encore plus grave à cause d'un lien amusant, intéressant à étudier, entre un très grand philosophe, quoique peu connu, et un très grand psychanalyste très connu. C'est un lien entre Jacques Lacan, que j'ai évoqué tout à l'heure, et le philosophe Alexandre Kojève. Alexandre Kojève a donné un séminaire extrêmement important, devenu très célèbre très vite, entre 1933 et 1939, à l'École pratique des hautes études, sur un livre qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit du philosophe Hegel. Et Jacques Lacan a suivi les cours de Kojève. Et Lacan, d'ailleurs, estime tellement important Alexandre Kojève qu'il dira plus tard « mon maître » en parlant de Kojève, et en ajoutant entre parenthèses « vraiment le seul ». Donc Kojève a joué un rôle décisif dans la formation de Lacan. Lacan était déjà aguerri à la psychiatrie, il était déjà psychiatre, médecin, et commençait à découvrir la psychanalyse, s'intéresser à ce qui s'appelle la phénoménologie, et puis il a appris l'existence du cours de Kojève sur Hegel, et il a suivi régulièrement le cours de Kojève sur Hegel. Et là, les choses s'aggravent, pourquoi? Parce que dans son cours donné de 1933 à 1939, Alexandre Kojève adosse l'ensemble de sa compréhension de la phénoménologie de l'esprit à une conception de l'humain, on pourrait dire spécifiquement mâle. Pas masculine, mâle. C'est-à-dire que Alexandre Kojève dit, on pourra y revenir et détailler pourquoi ça a du sens, mais il dit « l'histoire a sans aucun doute commencé par une lutte à mort de pur prestige ». Pour expliquer très brièvement ce que ça veut dire, Kojève se représente nos ancêtres encore animaux advenant à l'humanité, n'ayant pas encore le langage, et il imagine des individus faisant partie de l'espèce Homo sapiens et des individus mâles convaincus d'être habités de quelque chose qui est différent de la seule animalité, et il dit l'animalité c'est le vivant. Et comme il n'y a pas encore le langage, si on veut faire entendre, faire comprendre en quelque sorte, faire percevoir aux autres individus de la même espèce qu'on est autre chose que simplement un animal, et donc par pur prestige, eh bien on va provoquer, tôt ou tard, un autre individu de la même espèce, et le seul moyen de prouver qu'on est autre chose qu'un animal, qu'on est plus et autre chose encore, c'est d'être prêt à perdre l'animalité. Pour ça, ça veut dire à perdre la vie. Et donc, il y a une provocation d'une lutte à mort, délibérément, pour prouver pour montrer aux autres qu'on est supérieur à l'animal qu'on était, en quelque sorte. Et donc, quand j'ai dit, l'histoire humaine commence par une lutte à mort pour la reconnaissance. Et donc, l'histoire humaine commence par des mâles qui s'entretuent pour un pur prestige. La construction de l'interprétation du monde par Kojève sur cette base est extraordinairement importante. Un des aspects essentiels de cette construction, c'est que l'humain se détache de la nature. L'humanisation, c'est un détachement de la nature. Et donc, détachement de la nature, alors pourquoi je l'évoque maintenant? Parce que le détachement de la nature nous donne le langage, par l'entremise, en quelque sorte, de la mise à mort des choses. Donc la notion de mort joue un rôle structurant dans la compréhension du langage par Alexandre Kojève, que Kojève reprend chez Hegel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la mort joue un rôle structurant dans la compréhension du langage? Ça veut dire la chose suivante. Si nous parlons de quelque chose, par exemple, imaginons une pomme, une chaise, n'importe quoi. Nous avons la pomme ou la chaise devant nous. Nous pouvons la toucher, elle est bien là, bien réelle, on peut manger la pomme, s'asseoir sur la chaise, etc. Et puis, on va manger la pomme, il n'y aura plus que le trognon de la pomme qu'on va jeter, ou mettre au compost, comme vous voulez. Si le sens du mot était collé à la pomme réelle, eh ben le mot disparaîtrait avec la pomme. Au fur et à mesure que je mangerai la pomme, le mot disparaîtrait. Alors que on mange la pomme, le mot reste. Eh ben le sens du mot pomme se rapporte, dit Kojève, non pas à l'être de la pomme, l'être là présent, de la pomme que je peux manger, mais à ce qu'on a appelé en philosophie son essence. L'essence de la pomme, c'est la pomme réelle moins sa réalité. C'est la pomme moins la pomme. Et c'est ce qu'il en reste de notre souvenir. Eh bien, voilà en quoi le langage est adossé
à la mort des choses, en quelque sorte, à leur disparition. Et voilà en quoi la mort joue un rôle structurant dans la compréhension par Kojève et Hegel du langage. Ça fait que nous avons, nous humains, un rapport symbolique aux choses. Ça veut dire que le symbole, c'est le signifiant, c'est quelque chose qui renvoie à la chose sans être la chose. C'est ça le rôle symbolisant, qui est spécifiquement humain. Eh bien, Lacan est manifestement très très marqué dans l'évolution de cette théorisation de la psychanalyse par cette façon, par Kojève, de comprendre le rôle du langage et le rôle de la mort, la possibilité de la mort. Et il va transformer du coup, dans sa terminologie, ce qui était chez Freud un manque vécu par les petites filles comme le manque de l'organe anatomique du pénis, réel, pour Lacan, ça va devenir un manque symbolique du phallus. Donc la terminologie va changer. Lacan parlera du manque du phallus, mais ce qu'il va dire va être légèrement différent. C'est déjà un progrès par rapport à Freud, et un progrès en direction de la compréhension des deux sexualités. Celle des petites filles et des petits garçons, et pas seulement celle des petites filles à partir de celle des petits garçons. C'est que Lacan va dire, le phallus, les petits garçons croient l'avoir, les petites filles croient en manquer, mais en fait, tout le monde en manque. Et qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le phallus symbolise la toute-puissance. Voilà le point essentiel chez Lacan. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on reste pris quand même dans l'horizon de cette virilité universelle qui est également, qui exprime à sa façon un rêve de toute-puissance. Quand les humains se mettent à travailler la nature, à la transformer, c'est un moment où cela est exprimé par le philosophe Descartes au travers de la formule « l'homme », sous-entendu hommes et femmes au sens générique, va devenir comme maître et possesseur de la nature. La maîtrise et possession de la nature, c'est une omnipotence potentielle de l'homme au sens générique sur la nature. Eh bien, ça devient en psychanalyse, 3-4 siècles plus tard, le manque symbolique de l'omnipotence. Donc en gros, Lacan reconnaît une finitude essentielle à l'humain. Nous ne sommes pas omnipotents, mais nous rêvons tous à cette omnipotence, femmes et hommes.